Bonjour, je suis Florence Vaillant, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon, service hospitalo-universitaire d'addictologie et de psychiatrie de la PHM à Marseille. Aujourd'hui, je vais vous parler des techniques d'animation de groupe dans le cadre du DU de réhabilitation psychosociale 2022. Les objectifs de ce cours vont être de vous accompagner sur la conception et la préparation d'un programme de groupe psychoéducatif, de concevoir et de préparer une séance de groupe et enfin d'utiliser des techniques d'animation pour favoriser la dynamique de groupe dans les groupes psychoéducatifs. Le plan de cette présentation, nous allons voir quelques points théoriques. Nous allons parler de la différence d'animer un groupe en présentiel et en distanciel, ainsi que de leurs similitudes, la préparation de ce groupe, le déroulé type d'une séance, l'accueil, les règles de fonctionnement et le déroulé de la séance, quelques techniques d'animation, comment conclure, enfin quelques exercices et l'importance d'avoir un débriefing. Avant de s'attarder sur les différentes techniques d'animation, nous allons voir quelques règles qu'il est important de garder à l'esprit tout au long du groupe, mais aussi avant, c'est-à-dire du moment où vous réfléchissez à la conception du groupe, et ce, jusqu'à la fin. Premièrement, l'apprentissage se construit toujours sur des savoirs déjà existants. Par conséquent, le but est de partir de connaissances des participants, ainsi que de leur représentation de leur vécu, de leur santé et de leurs troubles. Ce sont ces représentations qui leur permettent de donner du sens et d'intégrer ce que vous avez à leur transmettre. Il s'agit d'utiliser comme socle de construction les connaissances et les savoirs expérientiels. L'apprentissage doit également être actif, c'est-à-dire qu'il doit être dynamique. La personne va en effet mieux retenir si elle est impliquée dans l'apprentissage par le biais d'interactions, d'exercices appliqués, de simulations de situations réelles, etc. Non seulement on maximise les chances d'attirer l'attention des personnes sur ce qu'on veut partager, mais on facilite également la mise en mémoire des informations données. En même temps, il ne doit pas y avoir trop de contenu, le contenu ne doit pas être trop dense, car le risque est de noyer les personnes sous trop d'informations que le cerveau ne pourra de toute façon pas retenir. Essayons de nous imaginer à la place de participants qui doivent traiter les nouvelles informations en termes de quantité, de pertinence et de sens. Il faut essayer d'éviter de donner trop peu d'informations afin que les personnes restent engagées dans l'apprentissage, sans avoir pour autant le sentiment de ne pas apprendre et de perdre son temps. Il y a donc un équilibre à trouver entre le trop et le pas assez, entre la vulgarisation et l'expertise. Le but, ce n'est pas de se positionner en tant qu'expert donnant un cours et imposant son savoir, mais bien de travailler, de co-construire avec les personnes en mêlant leur savoir et les nôtres. Pour cela, il est nécessaire d'alterner les séquences, construction des connaissances, exercice d'application, discussion, mise en perspective. Tout cela nécessite souplesse et adaptabilité de chacun dans ses postures et dans ses rôles. Si vous souhaitez approfondir ces questions, vous pouvez notamment aller lire, écouter et regarder le neuropsychologue Stanislas Dehaene, qui est président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et dont les travaux portent sur les processus d'apprentissage et d'attention. Vous avez le lien d'une petite interview de lui dans la diapo 4, qui s'appelle « 13 conseils pour mieux apprendre » avec une partie « Conseils pour les enseignants ». Lors de la préparation, il faut tout d'abord décider du public qu'on va viser dans le groupe, quel type de personnes on veut toucher et comment on va diffuser l'information, comment les participants vont avoir accès au groupe. Il faut penser à la modalité, c'est-à-dire décider d'un groupe en présentiel ou en distanciel. Et donc en distanciel, on touche plus de monde, on touche des personnes ayant des difficultés pour se déplacer, des personnes plus éloignées géographiquement. Par contre, en présentiel, on va favoriser tout ce qui est relations interpersonnelles et tout ce qui est autosupport.
Il faut également décider s'il s'agit d'un groupe ouvert ou fermé. Si c'est un groupe fermé, il y a besoin d'inscription. Les séances peuvent être liées entre elles avec une progression, une obligation de suivi de présence pour toutes les séances. Enfin, on peut décider de constituer un groupe homogène ou hétérogène selon l'objectif visé. Et aussi, il est important de déterminer le nombre de participants qu'on veut avoir s'il s'agit d'un groupe fermé. On doit bien garder en tête les objectifs du groupe, c'est-à-dire de là où on part et de là où on va arriver. Il faut garder aussi en tête les objectifs des séances avec les messages à faire passer, les informations à retenir et pouvoir transmettre les références théoriques et biblios. Tout ça à l'aide de supports, donc ça sera parfois des supports PowerPoint, parfois des supports cahiers du participant, parfois des supports petits mémos à transmettre. Et ce, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et pour finir, toujours faire bien attention au minutage de chaque séance et au temps de parole des animateurs et des participants. Enfin, il faut bien mettre en place les techniques d'animation avec les rôles de l'animateur et du co-animateur qui vont être décrits plus tard. Nous arrivons maintenant au déroulé type d'une séance. Donc, une séance se compose de plusieurs temps avec un temps d'accueil, un temps d'introduction, un brainstorming ou une mise en situation avec une séquence d'évaluation des savoirs déjà existants, puis la transmission du contenu scientifique avec la séquence d'apprentissage théorique. Cette séquence va être suivie d'exercices d'application avec un rôle actif du participant. Puis le troisième temps va être un temps de discussion, de consolidation des nouveaux savoirs. Ces trois séquences de brainstorming, de contenu scientifique, d'exercices d'application et de discussion peuvent être renouvelées plusieurs fois dans la même séance. Enfin, à la fin de la séance, on pourra faire un résumé, une conclusion, avec peut-être un support de mots-clés ou de phrases à retenir pour le jour, pour la séance. Lors de l'accueil, il est important de rester chaleureux et de rappeler rapidement les règles de fonctionnement. Et donc, si c'est du présentiel, d'opter pour un environnement adapté, c'est-à-dire assez agréable, disposition en cercle, etc. Préciser les règles de prise de parole, etc. Si c'est en distanciel, il faut également préciser un certain nombre de choses, donc les règles d'interaction, le micro fermé, la caméra ouverte, fermée, etc. Pas de jugement, lever la main, etc. C'est important aussi de dire que dans ces groupes, on parle à son nom, donc il faut utiliser le jeu personnel, expérientiel. Donc j'ai eu cette expérience, j'ai vécu ça. D'insister sur la confidentialité, sur la ponctualité et sur les parasitages des téléphones portables qui doivent être en mode silencieux. Évidemment, c'est important de se présenter, de se représenter chaque fois en tant qu'animateur. Ça légitime son rôle d'animateur au sein de la structure dans laquelle on exerce. Et enfin, l'animateur et le co-animateur doivent présenter le thème de la séance, les objectifs à atteindre, le plan de l'organisation de la séance. Maintenant, nous allons aborder les différentes techniques d'animation, les différentes manières de mener un groupe. La première technique d'animation est tout simplement d'être deux pour animer. Donc on a un animateur et un co-animateur qui vont chacun avoir des rôles spécifiques à prévoir à l'avance et à respecter pendant l'animation. L'animateur a un rôle de passeur du savoir. Son but est de transmettre les connaissances, d'aider à les construire, de se mettre en phase avec les personnes pour construire les connaissances ensemble. Il ne doit pas partir de celui qui sait et qui impose son savoir, mais de celui qui partage son savoir et qui n'impose pas un cours magistral. Il est là pour donner de l'information avec un vocabulaire accessible. Il peut étayer son discours par des expériences de la vie.
Il est responsable de la transmission, du passage du contenu de la séance. On lui demande d'être dynamique et d'être chaleureux et il faut que les participants aient envie d'être là. C'est lui qui a également la tâche de distribuer la parole, ce qui peut parfois être compliqué. Le but étant évidemment de répartir équitablement les temps de parole entre chaque participant si cela est possible. Donc, évidemment, cela passe par la mise en place d'un cadre chaleureux et empathique dans lequel les personnes qui participent peu ou pas beaucoup peuvent se sentir à l'aise de le faire sans jugement. Évidemment, en contrebalancier, il y a aussi une partie de son rôle qui consiste à freiner ceux qui occupent beaucoup l'espace de parole et qui peuvent avoir tendance à écraser les autres par leur temps de parole. De toute façon, il est fort probable que certaines personnes ne participeront pas ou très peu et qu'elles écouteront seulement. Peut-être qu'elles se décideront d'elles-mêmes au bout d'un certain temps, ou peut-être pas, à parler, mais elles auront appris en écoutant, même si elles ne parlent pas beaucoup. Il ne faut pas les forcer à prendre la parole si elles ne le souhaitent pas, mais cependant, l'animateur doit aller les chercher, il ne doit pas être trop rigide sans les forcer, et il doit accepter que certaines personnes ne parleront pas forcément et d'autres parleront plus que d'autres. Donc l'animateur, il doit être pertinent sur le fond et sur la forme. Il est important de garder à l'esprit que la non-directivité ne veut pas dire passivité. L'animateur reste très présent puisque c'est par lui que passe tout le cadrage des interventions. Plus ce sujet abordé va être gênant et intimidant, plus son travail sera difficile puisque les personnes risquent de ne pas s'aventurer à prendre la parole. Ce sera alors à lui d'être rigoureux dans la méthode et d'amener un cadre rassurant et précis. Évidemment, il doit s'adapter aux besoins des personnes et il doit répondre de façon empathique. Autant le rôle de l'animateur est approximativement le même en présentiel et en distanciel, autant le rôle du co-animateur change selon la modalité choisie. Donc par exemple, en présentiel, le co-animateur se charge de prendre des notes sur ce qui est dit, il réorganise l'information en l'écrivant pour faire une synthèse. Il peut le faire sur un tableau que tout le monde peut voir. Il va être parfois amené à reformuler ce qui a été dit pour rendre plus clair et cohérent. Donc le tableau est vraiment un outil important qui va permettre aux participants qui décrochent de rattraper les informations importantes, mais aussi qui va servir de méthode de valorisation. Donc ce qui est écrit au tableau est reconnu comme ayant de la valeur. Donc tout doit être écrit au tableau. Le co-animateur aide également les participants en difficulté. Donc il doit rester en alerte et repérer les personnes qui ont du mal à suivre ou qui ont un problème et les accompagner plus personnellement dans leurs besoins quand il les repère. En distanciel, le rôle du co-animateur va être de gérer le chat, de noter les questions au fur et à mesure et de les signaler à intervalles réguliers à l'animateur. Il doit aussi repérer les fonctions main levée, prise de parole des participants afin de maintenir une fluidité de dialogue dans le groupe. Dans les deux cas, il va avoir le rôle de gestion du temps. C'est lui qui va indiquer à l'animateur s'ils sont en retard ou s'ils sont en avance et il lui fera signe quand il faut accélérer. Il faut tout de même garder à l'esprit que ces deux rôles ne sont pas des rôles hyper rigides, ils peuvent alterner soit une séance sur deux, soit en fonction du contenu de la séance, s'ils souhaitent animer ou pas, s'ils sont à l'aise avec le contenu ou pas, ou soit même parfois à l'intérieur même de la séance, de partager la séance en deux et d'inverser les rôles d'animateur et de co-animateur selon le temps de la séance. Même si c'est plus confortable d'être deux pour animer un groupe, il arrive qu'on se retrouve seul. Certains même préfèrent animer seul.
Ça représente certains avantages. On choisit seul d'installer le cadre que l'on souhaite, de s'adapter sans avoir besoin de se coordonner avec un co-animateur sur les ajustements opérés, etc. Ça a aussi parfois des inconvénients. Donc les deux rôles ainsi que toutes les tâches qui incombent à chacun sont assurées par la même personne. Il y a donc une organisation beaucoup plus rigoureuse à avoir pour éviter la surcharge cognitive et les débordements. Aussi, on ressort assez logiquement du groupe plus fatigué lorsqu'on est seul. Donc attention aux emplois du temps qui prévoient d'enchaîner plusieurs groupes à la suite si on est seul animateur. L'animateur unique est une bonne option quand on est en distanciel car ça implique une économie en termes de temps de travail dédié à l'animation de groupe. Par contre, ça devient plus compliqué d'animer le groupe et de gérer le chat en même temps. Donc d'autres techniques d'animation sont à utiliser tout au long des séances, mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans l'accueil des réponses sans jugement, c'est-à-dire qu'on prend toutes les réponses, même si elles nous paraissent moins pertinentes, et on les note au tableau pour essayer de les valoriser. On utilise beaucoup le renforcement positif, qui est une technique d'animation à proprement parler. Donc le renforcement positif, c'est le fait d'accueillir une réponse, si possible juste, par un comportement chaleureux, des remerciements, de l'enthousiasme, même si on en rajoute un peu. Au début, on peut penser que cela sonne faux et ne paraît pas spontané, mais c'est quand même très très important, à la fois pour renforcer l'estime de soi des personnes et pour faire circuler la parole. Donc toutes les remarques des participants doivent être accueillies verbalement et positivement par l'animateur. Ça permet en plus de rebondir sur les autres participants et de faire circuler la parole. Si on ne renforce pas positivement, très vite, la dynamique du groupe va retomber et il ne se passera plus rien en termes d'échange d'informations. Je vous conseille dans un premier temps de prendre une astuce et de se noter de faire du renforcement positif dans un petit coin de papier pour animer le groupe et d'insister sur cette technique-là. Une deuxième technique est l'interactivité, donc c'est de favoriser les situations où il y a une prise de parole des participants par des questions ouvertes. Et ces questions ouvertes permettent de faire rebondir la parole et de faire participer activement les personnes. Une autre technique, le coétayage, c'est donner la possibilité au groupe de répondre à une question lorsque la personne interrogée n'arrive pas à répondre, au lieu de soi-même donner directement la réponse. Le groupe donne ainsi plusieurs éléments de réponse et ensuite on revient au participant du départ et on lui propose de récupérer tous les éléments de réponse pour les reformuler et en faire une réponse complète. Une autre technique d'animation est la reformulation. Donc très régulièrement, l'animateur doit résumer les informations qui ont été données ou les faire résumer par le groupe. Et enfin, une autre technique d'animation est de proposer des feedbacks positifs, c'est-à-dire de souligner tous les points positifs des réponses données pour proposer des points d'amélioration. Enfin, pour finir une séance, voici quelques conseils. Donc, reprenez les points importants de la séance, résumez la séance, prendre les remarques et répondre aux questions des participants. Vous pouvez aussi proposer des exercices à faire pour consolider la séance, donc des exercices à distance, et peut-être utiliser des moments de discussion au début de la séance suivante à travers une revue des tâches pour faire un point sur les avancées de chaque personne du groupe. Proposer des consignes pour la séance suivante, donc des exercices et peut-être pouvoir introduire avec ces exercices la séance à venir, surtout si c'est un groupe fermé avec une continuité dans les apprentissages. N'oubliez pas de préciser le planning pour la suite, la date, l'heure de la séance suivante. N'oubliez pas de
proposer de rester disponible pour toutes les questions par mail ou à la fin de la séance pour quelques questions plus individuelles que les participants n'auraient pas osé poser devant tout le monde. Et puis toujours remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé et valoriser les efforts et donc la participation. Lorsque le groupe est terminé, je vous conseille également de prendre un temps de débriefing entre animateurs et co-animateurs, de réfléchir ensemble aux points positifs qui ont été abordés dans le groupe. Les points à améliorer, c'est bien de les traiter tout de suite parce qu'après on a tendance à oublier et donc de les noter pour pouvoir y travailler assez rapidement. De discuter sur les échanges entre participants et donc échanger aussi sur les participants et sur les relations qu'il y a eu entre eux et sur nous, ce qu'on en a perçu en tant qu'animateurs. Évidemment d'échanger sur la participation et la dynamique de groupe et d'essayer de donner du sens à tout ce qui s'est passé. En conclusion, voici les points à retenir. Donc, il est important de garder à l'esprit qu'on doit construire un groupe avec un contenu adapté. On doit mettre en place des règles de fonctionnement de groupe. On doit faire une co-construction de l'apprentissage et on doit utiliser des techniques d'animation et de dynamique de groupe. Une rapide biblio. Donc, pas de lien d'intérêt. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans le DU pour vous entraîner à l'animation de groupe. Bonne journée, au revoir.